La vente n'a jamais autant changé que ces dernières années. Vente à distance, spécialisation des équipes, nouvelles organisations, nouveaux outils, nouveaux KPI, tout bouge. Dans le podcast de la vente réinventée, nous adressons ces problématiques en profondeur, 2 fois par semaine, avec les acteurs de ces transformations, Head of Sales, Sales Ops et Sales Enablement des sociétés les plus innovantes dans le domaine. Bonjour à tous, je suis Gabriel Dabischwebel, fondateur de SalesDeck.io et de l'agence marketing 1 minute 30 et hôte de ce show. Tout de suite l'interview, mais juste avant, un petit mot pour vous faire découvrir SalesDeck.io, la nouvelle plateforme SaaS pour rendre vos rendez-vous commerciaux plus engageants et mieux préparés. Avec SalesDeck.io, vendez plus et plus vite en visio. Bonjour à tous, je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast de la vente réinventée et je suis ravi d'accueillir Antoine Baudot, freelance RevOps. Salut Salut Antoine. Gabriel, ça va? Très bien, et toi, explique-nous un peu ton parcours et comment tu es arrivé à devenir freelance et même à vouloir créer une agence dans le domaine du sales ops et de la mise en capacité. Tu vas nous raconter tout ça. Ouais, alors mon parcours. Alors moi, je me destinais pas vraiment au monde sales, ni encore moins sales ops, ni encore moins à la vie parisienne, puisque je m'étais promis que j'allais venir à Paris. Et au final, j'y suis aujourd'hui. Moi, j'ai démarré du coup, j'ai fait une prépa maths, maths spé, puis une école d'ingénieur pour faire un diplôme d'ingénieur informatique. Je suis rentré ensuite en tant que développeur, du coup full stack, dans des boîtes du monde du sport. Donc j'étais à Chamonix, donc rien à voir avec Paris vraiment. Et voilà, des petits projets perso ont fait que je me suis rendu compte que je On peut savais se pas dire que vendre. tu as vraiment mal tourné, passer On peut de dire. Ouais, développeur informatique à Chamonix à commercial. ouais, j'ai très très mal tourné, on peut dire ça comme Le ça. parcours dans l'autre sens. Mes parents sont pas très fiers. Non, non, je plaisante. Mais du coup, avec des projets perso, pareil, qui étaient liés au sport et à la montagne, je me suis rendu compte que je ne savais pas vendre. Et donc, j'ai pris la décision de venir à Paris et me former à la vente. Donc, j'ai fait l'école Iconoclass, un bootcamp sur 4 mois pour apprendre à vendre, où j'ai appris plein de choses et qui m'a permis du coup de rentrer en tant que sales, puis sales manager chez Growthmakers, qui est un média B2B, donc avec des podcasts aussi, donc Growthmakers, marketing et dans l'arène, podcast commercial que j'animais à ce moment-là. Donc j'ai fait ça pendant 6 mois et au bout de 6 mois, un peu lassé de faire que du sales. Voilà, je me suis rendu compte que c'est pas ce que je voulais faire de ma vie et que mon côté tech me manquait un peu. Parce que ce qui me plaisait le plus dans mon travail, effectivement, c'était chez Growthmakers de m'occuper du CRM et de faire plein de petites automatisations pour me simplifier la vie. Et donc j'ai décidé de me lancer justement en freelance sales ops, RevOps. Voilà, D'accord. il y a 5 mois. Et aujourd'hui, je travaille avec des clients sur des sujets sales ops, mais aussi maintenant recrutement, puisque j'accompagne Conto sur recrutement et comment optimiser les process de recrutement en interne pour faciliter la vie des recruteurs. Donc, comme quoi, en fait, le sales ops, ça s'applique à plein de choses, puisque le recrutement, c'est quasiment du commercial, en fait, quand on regarde comment ils travaillent, c'est du commercial où les Nous, on a process fait un sont bouquin sur faits. l'acquisition de clients et on en a fait un autre sur l'acquisition de talents. Et donc, le premier, c'est Acquisition Strategy Design pour les clients et trois méthodes marketing pour les RH. Et effectivement, quand on construit le parcours d'acquisition et la stratégie d'acquisition, que ce soit pour les talents ou pour les clients, on a la même démarche, sauf qu'on s'intéresse dans un cas aux talents et à leur parcours et dans l'autre cas aux clients. Donc, pour moi, l'acquisition de talents ou de clients, c'est les mêmes processus, c'est les mêmes démarches. Ouais, carrément, même sur ce qu'on appelle la marque employeur et Tout à fait. le marketing, c'est très similaire et même on voit des boîtes qui font des Facebook ads ou des Google ads pour recruter aussi, donc on est Bien sûr. très similaire, ouais. Donc voilà, Et, donc et, aujourd'hui j'ai un spectre assez large. juste avant qu'on rentre dans ta spécificité, à savoir d'être un sales ops plus technique, en tant que freelance, tu as du mal à trouver des missions où finalement il y a tellement de demandes que c'est hyper facile Alors de forcément, même, tu n'avais même pas directement une expérience de sales ops avant de te présenter en freelance sales ops. Enfin, tu étais un peu entre les deux chez Grossmaker. Ça prouve qu'il y a une énorme demande. ouais, c'est ça. Moi, j'étais un peu entre les deux chez Grossmakers, donc j'avais pas cette expérience vraiment sales ops en CDI, mais je ne voulais pas retrouver ces en CDI justement. Je voulais sortir de ça. Et comment ça s'est passé? Ça a été un peu compliqué effectivement au début, puisqu'il y avait beaucoup de demandes, mais sur des postes en CDI, peu ouverts à des freelances. Et j'avais pas sur mon CV écrit Sales Ops dans des belles boîtes, donc je me faisais un peu passer devant sur certains dossiers. Mais en fait, là où ça a commencé à exploser, c'est quand j'ai commencé à donner des contenus gratuits sur LinkedIn. En fait, concrètement, j'avais des petits hacks que je faisais sur Google Sheet ou des choses comme ça, des petits tools que je partageais avec un petit blog. J'ai été partagé dans certaines newsletters sans le demander et ça m'a apporté vraiment beaucoup, beaucoup de contacts. J'ai beaucoup réseauté aussi via des Slack, notamment je conseille
le Slack Business Operations Network en France qui est vraiment cool. Il y a des business operations de un peu toutes les startups et j'ai fait beaucoup de calls et qui m'ont permis d'avoir beaucoup de contacts. Et là, ça s'est bien lancé comme ça et comme quoi, le contenu LinkedIn, ça marche quand il est qualitatif et quand il est généreux. Ouais, et puis tu as appris à vendre, donc C'est ça. c'est pas mal. Alors, j'ai Euh, appris à vendre, mais je suis vraiment meilleur pour vendre quelque chose que pour me vendre moi. Ça, c'est un sujet ouais, c'est que j'ai toujours beaucoup plus travaillé, compliqué, bien sûr. les C'est plus le durs. Ouais. problème des consultants. C'est très dur. Puis il y a surtout, en me lançant, j'ai découvert, j'ai pris en pleine face le syndrome de l'imposteur, parce que j'essaie de me détacher petit à petit, mais qui est un peu dur quand on se lance en freelance. Ouais. On en parlait ce matin aussi dans un autre webinaire. Il y a un truc pour vaincre le syndrome de l'imposteur, c'est accepter que tu ne sais pas faire et le reconnaître. Et à partir du moment où tu le reconnais, tu n'as plus besoin de le cacher, donc tu n'as plus de syndrome. Donc il faut être prêt à savoir qu'on ne sait pas faire. Moi, je fais plein de choses, je crée des boîtes, je prends la parole dans des conférences. Je suis pas toujours le meilleur là-dessus, j'en ai conscience, je le dis, et ça me permet d'y aller la tête haute, en essayant de faire de mon mieux et puis en pouvant me planter. Parle-nous un peu de ta spécificité plus tech sur justement l'approche SalesOps. Tu t'as dit que tu t'es fait connaître à travers tes hacks sur Google Sheet, des intégrations d'outils no-code pour faire ça. Comment tu utilises ces outils-là? Qu'est-ce que ça te permet de faire? Ouais. Alors déjà, moi, je pense que on n'est pas beaucoup de développeurs en France ou même, je pense dans le monde qui sont pour le no-code et donc je suis développeur, mais je code presque plus. Et j'ai découvert le no-code et je trouve ça incroyable parce qu'il permet de faire plein de choses à des gens qui sont pas développeurs et notamment dans les équipes sales, marketing ou ops ou même care qui des fois ont besoin de ressources dev pour implémenter des nouvelles solutions de logiciels ou même juste des automatisations. Et le no-code permet à ces équipes du coup de faire ça sans les ressources dev et du coup de faire ça plus rapidement. Donc moi ma spécialité c'est que vraiment en étant tech en utilisant le no-code, il y a très peu de limites en fait parce que s'il y a besoin je peux faire du code en plus. Et donc, ça m'a permis d'arriver dans des boîtes et de proposer des solutions vraiment custom et de les mettre en place assez rapidement avec des outils que j'utilise principalement comme Integromat, qui est maintenant Make. Je suis partenaire avec eux, Airtable, même des outils pour faire des petits back-office personnalisés comme Retool. Voilà, tous ces outils-là qui permettent de faire beaucoup de choses sans dev très vite, quoi. Et si d'ailleurs, en fait, ça permet aussi de tester des choses. Par exemple, en sales, on peut avoir envie de tester certaines automations ou des séquences automatisées multitouches. Et dans ce cas-là, on peut se rendre compte avec le no-code si déjà il y a une traction, est-ce que ça marche. Et si ça marche, après, on peut le passer en backlog, effectivement, pour que les sales intègrent, on va dire, plus proprement dans le back-office de la boîte. Ou le CRM, notamment, c'était sur Salesforce. Et tu peux nous donner des exemples de hacks qui t'ont attiré des clients sur LinkedIn ou sur ton blog? Ouais, celui qui a le plus marché, j'ai juste utilisé en fait un petit Google Sheet où tu mets un nom de poste et un nom d'entreprise et ça te trouve automatiquement l'URL du profil LinkedIn. Donc ça, c'était pas mal. Et donc en fait, j'utilise ça des techniques, ce qu'on appelle le XPath en fait, qui permet sur une page web de récupérer un élément de la page, donc un lien potentiellement. Donc en fait, je construisais une requête Google spécifique à partir des 2 infos qu'on a dans Google Sheet et j'allais retirer le lien. Et donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui, quand on n'est pas développeur, peuvent faire peur. Et d'ailleurs, je pense que mes tutoriels, bien que j'essaye de les faire le plus simple possible, reste parfois un peu complexe pour quelqu'un qui a rien de tech. Mais c'est aussi ça qui m'attire des clients, c'est que du coup, les gens qui n'arrivent pas à le faire, ils me contactent et potentiellement, je peux leur faire du coup en interne directement. Alors, juste pour reformuler, savoir si j'ai bien compris, tu mets dans un Google Sheet les postes, les entreprises, tu crées une ligne pour chaque variation de poste et d'entreprise, et après tu fais tourner ton appli et ça vient compléter la colonne avec l'URL du profil LinkedIn de ces personnes. Exactement, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai aussi fait un article sur, Et donc, dans la sur foulée après, tu mets ça dans un outil de connexion sur LinkedIn pour les inviter, enfin ce genre de choses, j'imagine. Ouais, par exemple, ou même un Phantom Buster ou Captain Data pour récupérer après scraper leur page. Puis après, ça peut du coup s'enchaîner avec un autre outil comme Drop Contact, sinon pour récupérer les emails. Il y a plein de choses imaginables. En plein de choses imaginables. D'accord. Et donc, c'est ce type de service que tu veux aider les entreprises à mettre en place, faire ce type de test. Tu me disais que tu avais l'intention, au-delà du freelancing, de créer une agence sur ce type d'approche. Ouais, une agence ou un collectif, avec mon associé, on n'a pas encore statué là-dessus, c'est vrai, mais c'est pas forcément ce type de hack. Moi, ces types de hacks, j'aime bien parce que je m'amuse. Clairement, je m'amuse le lundi matin, je travaille pas ni le vendredi, donc j'essaie de faire des choses comme ça. Je m'amuse en faisant ça. Et c'est quelque chose qui est actionnable très rapidement par les gens quand on le partage.
Alors, c'est-à-dire quand ces ops, si je les explique comment bien mettre en place ton CRM et connecter tel ou tel outil, bah, ça va être actionnable pour toi que si vraiment tu as la même stack que moi. Alors que là, sur Google Sheet, etc., bah, ça, tout le monde peut le prendre en main. Et il y a encore beaucoup de growth managers aujourd'hui dans beaucoup de startups qui travaillent avec G Sheet parce que c'est hyper puissant comme outil, quoi. Donc voilà. Mais après, effectivement, tu parlais d'agence, ben c'est sur ce constat-là, sur le constat que le no-code permet de faire beaucoup de choses, notamment dans les équipes qui sont pas tech. Donc que ce soit en plus du CRM, une surcouche au CRM ou des automations custom, voire des back-office, voire pour des boîtes qui ont des systèmes d'opération qui peuvent être complexes avec des vérifications de documents, des choses comme ça. Et c'est là où nous, on a envie d'intervenir pour aider ces boîtes-là à scaler. D'accord. Et tu as commencé à réfléchir au, au packaging de tes offres, à la façon de présenter cette offre-là, de structurer ton Ouais, go-to-market en tant qu'agence en utilisant, j'imagine, des outils d'outreach. ouais, carrément. En fait, la personne avec qui je m'associe, du coup, est un client à la base. Et du coup, on a beaucoup travaillé ensemble les derniers mois où j'étais en freelance, du coup, pour lui. Et du coup, on a fait beaucoup de choses et on va, du coup, proposer un peu des bundles de ce qu'on a déjà fait. Un peu comme si tu vas sur le site de Zapier ou Integromat, ils te proposent des scénarios que tu peux réutiliser. Bah, va nous proposer ce genre de choses, un peu des petits packages qui s'appliquent à la fois aux sales ou au recrutement ou encore au ops de manière générale et du coup proposer de les mettre en place chez les clients, sachant que chacun a sa spécificité, puisque celui qui veut envoyer des messages personnalisés, par exemple par WhatsApp, s'il est sur HubSpot, il faut connecter sur HubSpot. Si c'est Pipedrive, il faut faire en sorte qu'en fait les données remontent de Pipedrive et pas HubSpot. Donc voilà, c'est ça. Mais du coup, savoir, c'est d'avoir ces bundles, ces scénarios qui ont montré leur efficacité dans l'utilisation qu'on en a fait avec mon associé et qui du coup pourront avoir pareil des résultats assez intéressants chez d'autres clients. D'accord. Donc une approche vraiment de sales hacker pour... C'est ça, sales hacker. Moi, je te parlais aussi de sales productivity. J'aime bien ce mot-là. Et c'est vrai je trouve qu'il y a encore beaucoup de boîtes, je vois dans mes calls, où les sales font encore beaucoup d'actions à la main, que ce soit envoyer des SMS, des mails, renseigner des notes, envoyer des comptes rendus, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses. On peut vite grappiller quelques heures par semaine avec certains outils, quoi. Et encore plus, hein, d'ailleurs, raccourcir plutôt le cycle de vente en, en faisant une meilleure expérience client. Alors, sort d'un podcast que j'ai enregistré avec un Américain et on parlait de tout l'inverse, à savoir, lui, sa doctrine, c'était de dire, et j'ai trouvé, il avait utilisé une phrase en anglais que j'ai trouvé très bien, c'est slow down your outreach to increase your outcome. Et donc, l'idée, c'était de ralentir toute la prospection, l'automation, pour prendre le temps de créer des vraies relations humaines, de créer de la confiance et finalement vendre plus. Comment tu réagis à ce type de propos qui sont en partie quand même en contradiction avec toutes ces automations où il n'y a plus beaucoup d'humanité, de vrais liens qui se créent, où on automatise enfin le premier contact et puis on se retrouve souvent aussi à pitcher trop rapidement. Ouais, alors je suis assez d'accord, mais les contacts humains, je suis d'accord que pour moi c'est indispensable en sales et il faut qu'il y ait des sales. Donc, c'est pas de remplacer les sales, mais je trouve qu'il y a des actions qui peuvent être faites en fait sans que le sales le mette face à la main. Et du coup, pour moi, les deux sont complètement compatibles puisque le sales qui va faire moins d'actions à la main aura encore plus de temps pour nouer des relations potentiellement téléphoniques ou des rendez-vous avec des clients. Les deux sont très compatibles. Et aussi, je pense que il y a une vraie différence entre du sales, on va dire grand compte ou cycle long, et du sales plus transactionnel ou sur des plus petits montants où on a envie d'utiliser moins de temps du sales parce que au final, c'est pas forcément ça peut être moins rentable en termes de prix quoi par rapport au taux horaire du sales. Mais bien sûr, moi je suis pour les relations humaines et Mais alors, sur comment du grand compte. tu, avec tes outils, avec le no-code, avec les automatisations, tu arrives néanmoins à créer de la confiance, à initier des vraies conversations, à faire en sorte que ce soit une relation de personne à personne et pas de robot à robot. Avec de la personnalisation. Comme une bonne prospection, il faut que ce soit personnalisé. Donc, on parle souvent de 80-20 sur le niveau de personnalisation, mais effectivement, si on envoie un mail automatique, donc on sent qu'il est automatique, c'est pas cool. Si on envoie un vrai mail personnalisé ou un vrai WhatsApp personnalisé avec des éléments dedans qui sont vraiment personnels par rapport à la fiche spot, par exemple, du sales, là, on peut avoir des vrais échanges. Euh, c'est ça, pour moi, c'est la clé, c'est la personnalisation, comme en prospection. Ouais, alors sauf que cette personnalisation, vu qu'elle est automatisée, le sales n'a pas nécessairement fait
son travail de recherche, de recherche de points de contact, etc. en amont. Et, et peut-être que le client a eu l'impression que le message était personnalisé, mais du point de vue du sales, le début de relation s'est pas fait. Comment tu fais en sorte que le sales soit pas juste un extraterrestre qui débarque dans une conversation qu'il n'a pas initiée et pour laquelle il ne sait pas pourquoi il est là, à part pour vendre son truc, et donc va pas pouvoir créer la confiance qui va bien. Alors pour l'instant, dans ce que je te dis, dans ce qu'on a mis en place, on n'intervient pas avant le sales, on intervient au cours du cycle de vente. Donc il y a potentiellement déjà eu un call avec le sales avant. Voilà, nous, après, ce que j'ai mis en place globalement jusque-là, c'est beaucoup sur de l'inbound et très peu sur l'outbound. Mais du coup, il y a déjà eu un contact sales où justement le sales a essayé d'appeler son prospect, mais le prospect n'a pas répondu. Donc c'est là où on peut envoyer un WhatsApp, un mail, un SMS, choses comme ça, ou du nurturing avant le rendez-vous. C'est ceux-là qui font que ça remplace pas le contact, et heureusement qu'il y a eu un contact avant. Mais c'est le sales du coup qui va pouvoir définir qu'est-ce qu'il va envoyer à cette personne-là. Par exemple, si je fais un premier call de prise de rendez-vous et je sais que j'ai un rendez-vous dans une semaine avec mon prospect, je peux définir de lancer une campagne de nurturing pré-rendez-vous pour nourrir un peu son client et tout en donnant de la crédibilité au sales, puisque le sales va pouvoir définir, je veux qu'il passe dans telle séquence, je sais pas, où on va lui envoyer par exemple des podcasts qu'on a enregistrés, et du coup ça va à la fois accroître la confiance du prospect envers le sales, et du coup c'est personnalisé puisque c'est le sales qui a défini quel serait notre email. D'accord. Ouais, c'est intéressant ça. Donc, tu n'es pas dans les logiques d'outreach initial, tu es quand même plus dans le follow-up après un premier meeting, la préparation du deuxième meeting, la création de la confiance, justement. C'est ça, c'est ça. Moi, c'est là où je trouve que c'est intéressant d'intervenir, ouais. Et tu automatises pas tant que ça la création de la confiance, mais tu l'outilles pour que le message passe, quoi. C'est ça. Et par exemple, tu vois, quelque chose qui peut paraître bête, mais dans certaines boîtes, il y a besoin légalement, notamment dans des fintech, il y a besoin d'avoir des documents de la part du client, etc. Ou même d'avoir récupéré des cabis, etc. pour les contrats. Juste le fait que quand tu reçois un cabis, la personne reçoive automatiquement un mail disant on a bien reçu vos documents, ils seront analysés sous 24 heures. Déjà, c'est du temps en moins pour le sales. Et pour la personne qui envoie ses documents, c'est cool parce que dans les 5 minutes, voire 30 secondes qui ont, voilà. Donc l'expérience est aussi sympa, quoi. Très bien. D'autres comme ça, astuces, hacks, éléments de productivité que tu trouves utiles, intéressants à mettre en place et qui nécessitent une intervention de ta part? Ouais, là, ce que j'aime bien mettre en place, là, ce que j'en place chez un client, c'est utiliser en fait des formulaires pour tout ce qui est qualification, des choses comme ça. Donc ça ressemble un peu au final, quand j'y pense, à ce que tu fais avec SalesDeck, sauf que sous la forme de formulaire où en fait, pendant que le sales est au téléphone pour un rendez-vous ou un call de prise de rendez-vous, il va y avoir quelques champs à remplir sur son formulaire. Moi, je passe par JotForm, qui va après directement alimenter le CRM. Donc là, dans ce cas-là, c'est HubSpot. Pourquoi c'est intéressant? On est sûr comme ça que les champs sont bien remplis dans HubSpot, puisqu'après derrière avec un Integromat, on va pouvoir remplir les champs. Et aussi, on va pouvoir créer sur HubSpot des notes, on va dire au format HTML, qui vont être plus jolies, plus sympas à lire et mieux formatées, et formatées de la même façon, quel que soit le sales qui ait fait les calls. Moi, je trouve ça Donc, intéressant de travailler là-dessus. ouais, c'est intéressant. Ça veut dire que pendant le call, tu partages un typeform ou un formulaire avec ton client et tu le guides pour qu'il le remplisse. Non, 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 justement, ça reste côté sales, c'est le client le voit pas, mais le sales, D'accord. du coup, va avoir son formulaire à remplir pendant le call. En fait, sa prise de note va être faite sur un formulaire plutôt que sur une fiche note. Par exemple, moi, quand j'étais sales, j'utilisais Evernote. Je sais que maintenant, si je vais le faire, j'aurai en gros mes questions de qualification sur un formulaire et un champ notes. Alors, tu sais que dans HubSpot, tu as le playbook aussi qui te permet de faire ça directement. Oui, c'est vrai, j'ai pas encore exploré le côté playbook spot, effectivement, ouais. Ouais, noté. Mais qui permet de faire cet équivalent de formulaire Typeform. Et effectivement, par rapport à ce que tu dis, nous, la différence dans notre approche avec SalesDeck, c'est d'être plus engageant avec le client dans un vrai partage avec lui. Ouais. C'est pas une prise de note que fait le commercial, c'est vraiment un échange où ce que je note est transparent et vu par le client, qu'on lui pose des questions aussi et qu'il peut répondre directement lui-même. Enfin, et on crée comme ça, on essaye de créer plus d'engagement et d'être moins dans un rôle du commercial qui anime une conversation tout en prenant des notes, mais d'être dans un vrai échange un peu gamifié entre le vendeur et l'acheteur. Merci beaucoup Clément, je crois qu'on est arrivé au terme de ce podcast.
On se retrouve 2 fois par semaine pour un nouvel épisode. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Je sais pas pourquoi je t'ai appelé Clément, mais c'est Antoine. Pas de souci. Merci aussi à notre sponsor salesdeck.io, la solution SaaS pour vendre plus et plus vite en visio, avec des rendez-vous plus engageants et mieux préparés. Découvrez la solution et réservez tout de suite une démo sur salesdeck.io. Encore une fois, désolé Antoine, c'était un plaisir d'être avec toi. Et plein de succès dans ton aventure de freelance et de nouvelles agences ou collectifs. Salut à toi. Merci Gabriel.